Je me présente, je suis Philippe Mussy, conseiller régional, et je souhaite, au nom du président de la région, Michel Vauzel, saluer tous les participants, le public, et bien sûr les lycéens, leurs professeurs et nos intervenants chercheurs qui sont autour de moi, qui nous font l'honneur de venir dans cet hémicycle de l'hôtel de région à l'occasion de ce forum Sciences, Citoyenneté et Égalité des chances. Thierry Viéville, vous êtes chercheur en sciences informatiques à l'Institut national de recherche de l'informatique et de l'automatique de Sophia Antipolis. Oh, ça fait peur quand on le dit comme ça. Alors oui, je m'appelle Thierry et je fais des maths et des sciences informatiques à longueur de journée. J'adore ça. Et plus particulièrement, on essaye de bosser sur des modèles de cerveau, c'est-à-dire de la partie dans notre cerveau qui peut être modélisée de manière informatique, tout ce qui est un peu mécanique, tout ce qui est un peu systématique. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir des mecs vraiment brillants autour de cette table. Et moi, je suis juste un mec normal. Je voulais être une rockstar quand j'étais jeune, du temps où Johnny était jeune. Et je voulais aussi bouffer, avoir des gosses. Donc du coup, j'ai fait des études. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si je ne suis pas le plus malin qui est autour de cette table, j'ai quand même pu faire de la science. Donc c'est peut-être que la science, elle est accessible à toutes et à tous. Cédric Villani, vous êtes mathématicien et directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris. Oui, c'est exact. Et je vais ajouter que je suis professeur à l'Université de Lyon en même temps. Et puis que c'est très bien qu'il y ait eu cette première intervention parce que précisément, c'est une question qu'on m'a posée dans le cadre d'interviews. Qu'est-ce que ça vous fait d'être une rockstar des mathématiques? On m'a posé la question telle qu'elle. Donc vous voyez que je rebondis pleinement là-dessus. Alors pourquoi cette question-là? Parce que, comme la plupart d'entre vous sans doute m'ont déjà vu, s'ils m'ont déjà rencontré dans ce contexte, en août 2010, j'ai obtenu la médaille Fields, qui est l'un des, on va dire, équivalents, ou plus ou moins équivalents du prix Nobel en mathématiques. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, à la place il y a la médaille Fields et le prix Abel. La médaille Fields est le plus médiatique, disons, il est décerné uniquement à des chercheurs de moins de 40 ans. Et donc le 19 août 2010, je me souviendrai toujours de la date, parce que c'est un moment très marquant où justement on passe d'un coup en tant que chercheur de l'ombre à la lumière. 19 août 2010, avec mon collègue Ngo, nous devenions les 10e et 11e Français à recevoir la médaille Fields. Par comparaison, en tout, depuis la création, il y en a une cinquantaine qui ont été décernés. 10e et 11e, c'est facilement le deuxième rang mondial derrière les États-Unis. Et évidemment, à partir de là, avec cette double victoire française, 2 sur les 4 décernés en 2010, il y a eu beaucoup de changements médiatiques et d'un coup, beaucoup de Français ont découvert que finalement, la France n'est pas si mal que ça en sciences, ce qui est vrai, pas seulement en mathématiques d'ailleurs. Bertrand Jordan, vous êtes biologiste moléculaire, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment du Chant d'amour des concombres de mer. Eh oui, paru au Seuil en 2002. Votre dernier ouvrage s'appelle L'humanité au pluriel, la génétique et la question des races, paru au Seuil en 2008. Oui, je suis biologiste moléculaire et généticien, mais j'ai commencé la recherche en étant physicien nucléaire. J'ai fait une thèse de physique nucléaire, et ça montre qu'on peut changer en début de carrière. Et j'ai fait toute ma carrière comme biologiste fondamental, pur, etc. Et maintenant, je travaille beaucoup avec l'industrie, donc ça montre aussi qu'on peut changer vers la fin de sa carrière. En fait, j'ai eu la chance d'être acteur d'une très belle période de la biologie, des années 60 aux années 2000. C'est une période où la biologie a été complètement révolutionnée, a complètement changé. On a appris des milliers de choses dont on n'avait pas la moindre idée. Et donc c'est une grande chance. Bon, maintenant, je suis plutôt témoin et transmetteur, pour ne pas dire vulgarisateur. C'est-à-dire qu'effectivement, j'écris des livres, j'écris des articles, je fais des conférences et je participe à des forums comme celui-ci. Et donc, je me réjouis de la discussion qu'on va avoir. Emmanuel Desclos, vous êtes préhistorien, responsable du laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret à Nice. Tout à fait. Je suis donc l'un des seuls représentants des sciences non dures, dans la mesure où la préhistoire, et qui est certes très transdisciplinaire, est quand même considérée comme étant une science humaine. Alors si on parle de science humaine, c'est qu'on parle d'homme, et sur le thème du hasard, j'embrayerai en disant que
c'est finalement aussi peut-être parce qu'il y a l'homme que certains se demandent si l'évolution n'est pas uniquement le fruit du hasard. Alors je suis venu ici pour vous rappeler justement que c'est le fruit du hasard. André Braic, vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique, professeur à l'université Paris 7. Vous êtes l'auteur des Enfants du Soleil en 1999 et votre dernier ouvrage de Feu et de glace est paru en 2010. Oui, bien, bonjour à tout le monde d'abord. Je regrette qu'on soit aussi éloignés les uns des autres. Moi, j'aime bien être au milieu de tout le monde, mais tant pis. Alors, moi, je suis peut-être le plus âgé ici, puisque vous n'étiez pas né au moment où je commençais à faire de l'astronomie. Mais en même temps, vous savez que l'astronomie, c'est la plus ancienne des sciences, hein, bien antérieure à toutes les autres. Donc, quand on me demande quel métier j'exerce, je dis bien entendu que j'exerce le plus vieux métier du monde. Hein. Et en plus, ici, je suis le seul dans cette pièce qui est un salaire astronomique. Hein. Donc, vous avez compris que je fais finalement le plus beau métier du monde. Et vous qui avez la chance d'être jeune, moi, j'ai envie de dire à vous tous, je vous donne mon poste et vous me donnez votre âge. Vous me direz non, mais vous avez l'avenir devant vous, alors que moi il est loin derrière moi. Eh bien, la recherche scientifique, c'est extraordinaire, c'est le plus beau métier du monde. Quand j'étais petit, dans les années 80, j'ai eu la chance de courir des anneaux autour de Neptune, et puis à la même époque, j'ai eu la chance d'être recruté dans l'équipe d'imagerie de la sonde Voyager, qui a transformé ces points de lumière qui étaient les planètes dans le ciel, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, en des mondes à part entière. Et comme Christophe Colomb à l'avant du bateau, on découvrait des mondes extraordinaires, et en plus on était payé à la fin du mois pour faire ça. Et actuellement, j'ai la chance d'être dans la mission Cassini, qui tourne autour de Saturne. On a eu les 4 milliards d'euros nécessaires. On dirait que ça paraît beaucoup, mais quand on voit ce qu'un banquier actuellement fait avec la même somme, je pense qu'on n'est pas ridicule. Hein. Et donc, en 1980, nous avons développé le projet. En 1990, on a été financé. En 1997, on a été lancé. En 2004, on est arrivé à Saturne. Et cette mission va continuer jusqu'en 2017. Et je serai financé jusqu'en 2019 sur cette mission. Donc, je cherche un boulot pour 2020, si vous entendez parler de quelque chose. Et donc, alors, vous savez que l'astronomie n'a pas de prix Nobel. Nous sommes la seule discipline scientifique qui a un prix Nobel parce que la maîtresse de Nobel a eu quelques problèmes avec un mathématicien. Et donc, mais en même temps, c'est le plus beau métier du monde. Et puis bon, si je commence à vous faire un discours, ça va être 3 heures, donc je m'arrête là. Donc je suis ravi d'être parmi vous. Guillaume Lecointre, vous êtes zoologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages de référence, La classification phylogénétique du vivant, que vous avez écrit en collaboration avec Hervé Le Guyader aux éditions Belin, et vous avez dirigé la rédaction du Guide critique de l'évolution. Petit bouton rouge. Ah, c'est celui-là. Les zoologistes sont fâchés avec la technologie, vous voyez, on est mal parti. Bonjour à tous. Oui, dans la zoologie, mon métier consiste à vous foutre le bazar là où vous croyez que le monde vivant était ordonné. Du moins, vous sembliez percevoir un ordre dans le vivant, et l'ordre que vous ne voyez n'est pas l'ordre que moi j'y mets. Mais donc, je vous mets le bazar dans votre présentation du monde. Je suis un membre des sciences des classifications. Nous classons les êtres vivants. Le plus beau métier du monde, moi aussi, je le revendique. Un métier que j'ai voulu faire depuis tout petit, fasciné par la diversité du vivant, fasciné par la profondeur du temps, cette idée qu'il puisse y avoir une généalogie derrière nous, un monde qui n'est pas dépendu de l'homme pour se développer. Tout ça, ça a été une vocation. Et aujourd'hui, oui, professeur au Muséum national d'histoire naturelle en systématique, sciences des classifications et en évolution aussi, puisque on travaille dans le champ des sciences de l'évolution. Voilà. Vous êtes donc Philippe Mussy, informaticien. Oui, bonjour. Tout le monde a expliqué qu'il rêvait de devenir scientifique. Moi, c'est pas vrai. J'étais comme tous les petits-enfants, ils ne veulent pas le dire. Je rêvais d'être pompier. Donc, j'ai que des gens malhonnêtes autour de moi. Et je me suis vite rendu compte que pompier, j'y arrivais pas. Alors, j'ai essayé plein d'autres choses. Musicien, j'y arrivais pas non plus. Alors, j'ai fait des maths. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais pas un très bon mathématicien. Donc, j'ai fait de l'informatique. Mais Thierry l'a pas dit, mais tous les informaticiens sont des mauvais mathématiciens. On le sait. Avouez-le. Donc, moi, j'ai fait de la recherche appliquée sur le calcul parallèle pour la simulation de trafic routier. Ça, je suis sûr que ça ne vous dit rien du tout. Moi, ça ne me dit plus grand-chose, parce que comme là aussi, j'étais pas très bon, finalement, j'ai fait conseiller régional. La science est totalement absente des médias. Donnons quelques exemples. La seconde chaîne de télévision qui est financée par le contribuable, on y voit apparaître 2 jumeaux escrocs qui n'ont pour seul mérite d'être amis d'un mannequin qui a épousé un président de la République. Et donc ils racontent n'importe quoi. Je vais vous donner un autre exemple.
vendredi dernier, on a beaucoup parlé de particules, ça s'appelle neutrinos, qui auraient été plus vite que la lumière. Alors, ce qui a été plus vite que la lumière, ce n'est pas les neutrinos, c'est l'information. Et j'ai écrit un article dans le journal suisse dans lequel j'expliquais que les physiciens des particules avaient trouvé une nouvelle particule qu'on appelait le budgeton. Hein. Donc là aussi, la confusion était totale. Et donc, en gros, c'est pas représenté. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, parce que les gens responsables de ces chaînes de télévision, des journaux, etc., n'ont pas fait du scientifique. Ils ont fait du droit, ils sont avocats, ils sont littéraires, ce qui est très honorable. Il n'y a pas de scientifique parmi eux, et ils ont peur que le but soit effrayé. Avec Georges Chapak, qui était un bon copain, on s'était dit, on proposait à la première chaîne de faire une émission à 8h30 le soir, heure de grande écoute, et on leur disait, vous donnez un budget qui est la moitié moins de ce que vous pensez d'habitude, et si on fait moins d'audience que les autres, on arrête. La direction n'a pas voulu prendre le pari. Or, je suis persuadé, pour avoir fait l'expérience, dans les années 70, à l'époque où il n'y avait que 3 chaînes, eh bien, la science était présente à 8h du soir, et nous avons battu et Belmondo et Jacqueline Maillan à l'époque. Donc ça veut dire que ça intéresse le public. Mais on ne le fait pas parce que pas d'argent. Et puis un scientifique, en plus, ça remet les choses en question. Ça pose des questions. On n'a pas de vérité, mais on questionne. Le métier d'un scientifique, ça revient à critiquer sans arrêt ce qu'on croit établi. C'est comme ça qu'on avance. Alors ça, c'est dangereux pour les hommes politiques qui souhaiteraient que la population soit un peu inerte, consomme et ne réfléchit pas. Nous ne cessons de remettre en cause ce qu'ont dit nos prédécesseurs en permanence. On est même sceptique par rapport à ce que nous trouvons nous-mêmes. Ça, c'est pas encore dans le stade où la connaissance devient objective, c'est au cœur du laboratoire. Nous sommes sceptiques, évidemment. Il ne s'agirait pas de refaire de la face du monde à peu de frais et de faire une erreur ou de publier une erreur. Donc on est sceptique par rapport à nous-mêmes. Mais même une fois que les choses sont établies, qu'elles ont été publiées, qu'elles ont été retrouvées par des équipes indépendantes, André Braic l'a dit tout à l'heure, dans 5 ans, dans 10 ans, il pourrait en être autrement. Donc une connaissance objective, comprenez bien que ce n'est pas une connaissance inscrite dans le marbre. On n'aime pas le mot vérité avec un grand V. Une connaissance objective, c'est une connaissance à laquelle on peut se fier. On aime bien la notion de fiabilité. Au-delà de tout doute raisonnable, cette connaissance-là est fiable. On peut s'y fier parce qu'elle a été corroborée, retrouvée par plusieurs équipes indépendantes qui ne se sont pas parlé entre elles. Demain, ça peut changer, mais pour le moment, c'est fiable. Vous pouvez vous y fier. C'est ce qui nous différencie, je pense, des modes de pensée dogmatiques. Moi, je me demande si une des explications du malentendu n'est pas superbement illustrée par ce qu'on est en train de faire, par la position où on est. On est sur une chaire, là, et puis vous nous écoutez, et puis pour l'instant, vous n'avez pas le droit de parler. Et est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème, que très souvent le scientifique se pose en expert qui dit la vérité? Jadis, nous avions des prêtres qui montaient sur la chaire et qui disaient ce que Dieu avait dit. On en a encore. Mais par contre, ils ont beaucoup moins de gens en bas pour regarder. Mais ça dépend dans quel contexte. Certes. Est-ce qu'un des malentendus qu'on a avec la science, c'est pas justement dû au fait que, d'un côté, les scientifiques se posent en experts qui savent mieux que les autres, et de l'autre côté, le public, que ce soit le citoyen, que ce soit les représentants des citoyens, c'est là que je reprends un petit peu ma casquette, ne se met pas en position de challenger, comme on dit en provençal, les scientifiques pour leur dire « mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là ? Est-ce que vous avez raison ? Moi, je vais plutôt aller demander à machin pour savoir s'il a raison, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas un scientifique qui sait, il y a des scientifiques qui ne savent rien, mais qui ensemble, à tous ensemble, arrivent à dire des choses intéressantes. » La préhistoire est au premier chef concerné par la technologie, puisqu'en résumant de façon un peu simpliste, on pourrait dire qu'il n'y a que 2,6 millions d'années entre les premiers outils taillés connus par des hominidés et Fukushima. Voilà. Donc on a une complexification des produits technologiques et culturels, on pourrait même parler d'évolution technoculturelle de l'homme sur certains aspects. Mais il ne faut pas non plus être attiré par le mirage technologique. J'ai moi-même un smartphone, mais franchement, un smartphone, ça ne sert strictement à rien. Et c'est un sociologue, Jacques Ellul, qui est mort il y a une dizaine d'années à peu près, qui disait que justement la technologie était peut-être un phénomène qui arrivait à s'auto-accroître et que finalement l'emballement technologique, qui commence donc par la taille du chopper il y a 2,6 millions d'années, fait qu'une dimension qui a totalement échappé à l'homme, qui est celui de la technologie, a créé des objets dont il n'a absolument pas du tout besoin. Et donc ça, je pense qu'il faut en tenir compte. J'interviens maintenant sur ce qu'ils ont dit. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, les scientifiques? Ils se sont mis à poil devant vous. Ils vous ont dit qu'ils doutaient.
Ils vous ont dit qu'ils... Non, pas pour de vrai. Ils vous ont dit qu'ils remettaient en cause les modèles. Ils vous ont dit encore un autre truc, c'est que nous, on adore, on est des humains. Donc des fois, on aime bien les modèles parce qu'ils sont beaux. On en trouve des sympas, on en trouve des pas cool. Et c'est vrai qu'on fait aussi notre science avec ça. Seulement voilà, il y a un moment donné où quelque chose est objectif, c'est que notre science est efficace. Alors oui, les équations de Newton, elles sont fausses, mais elles sont tellement peu fausses que André, il participe à des missions qui t'envoient des fusées à des tétrachiers de kilomètres avec quelques centimètres d'erreur. Et donc, oui, on doute, c'est la science, mais malgré ça, c'est marrant, elle est efficace. Je voudrais parler du hasard dans un cadre important, mais bien précis, qui est celui de l'évolution, justement. Parce que là aussi, il y a souvent une incompréhension. Donc, dans la théorie de l'évolution, théorie au sens scientifique, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que c'est théorique, purement théorique, ça veut dire que c'est un ensemble construit et qui est largement vérifié par l'expérience, le hasard joue un grand rôle. On dit l'évolution se fait au hasard. Et quand on le dit comme ça, c'est choquant parce qu'on a du mal à imaginer que la construction d'édifices aussi complexes et merveilleusement agencés qu'un poisson, un arbre ou un homme ou une femme soit le produit du hasard. Et c'est important de comprendre que c'est le hasard, et la nécessité, pour reprendre un livre bien connu, mais c'est que après ce qu'on veut dire quand on dit que l'évolution se fait au hasard, c'est que les mutations qui sont le moteur de l'évolution, les changements dans l'ADN, se produisent effectivement au hasard. Les circonstances extérieures peuvent influer sur le taux des mutations, le nombre de changements dans l'ADN, mais l'endroit où elles se produisent n'est pas dirigé par l'environnement. Le hasard, qu'est-ce que c'est ? C'est pas clair, d'abord, la définition. Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose qui est fait au hasard ? On peut passer très très longtemps, et des considérations informatiques très intéressantes d'ailleurs, comment générer une suite de nombres au hasard, de générateurs de nombres aléatoires, pseudo-aléatoires, et ainsi de suite, extrêmement intéressant. De manière générale, il y a des débats aussi pour savoir s'il y a du hasard dans les lois de la physique qui nous entourent, par exemple. En mécanique quantique, c'est un débat qui n'est toujours pas clos, savoir s'il y a vraiment du hasard qui est intrinsèque dans les lois de la mécanique quantique ou si c'est une manifestation d'un déterminisme beaucoup plus compliqué qu'on n'arrive pas à appréhender. Je vais dire que dans l'interprétation classique, ça serait plutôt ça. Le hasard, c'est quelque chose dont les causes sont tellement compliquées qu'on n'arrive pas à le prédire, de la même façon que si vous prenez une pièce et que vous la lancez en l'air, même si vous arriviez à calculer peut-être en connaissant parfaitement toutes les trajectoires en connaissant toutes les trajectoires des atomes qui entourent la pièce, peut-être vous arriverez à savoir si ça va tomber sur pile ou sur face, mais en pratique, ça va être impossible. Alors on va dire que c'est du hasard et on va parier que, toutes choses étant égales par ailleurs, s'il n'y a pas de biais, de raison de penser qu'il y a un biais, ça va retomber une fois sur pile, une fois sur face, sans qu'on puisse le prédire. Alors, ce qui a été majeur en mathématiques pour le hasard, c'est qu'on a compris petit à petit que même si on ne savait pas vraiment ce que c'était le hasard, on pouvait travailler dessus.